Audio Jungle. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Chronique des Grands Lacs, analyse et perspective, proposée par JMN Talk, la voix des Grands Lacs, et présentée par moi-même, Jean-Marie Ndagijimana. Notre invité de ce jour est M. Célestin Nsengiyumva, ancien diplomate rwandais et analyste politique. Nous aborderons avec lui la question de la présence dans le nord et le sud Kivu de groupes armés d'origine rwandaise ou liés au pouvoir de Kigali. Cette problématique est d'actualité lorsqu'on sait qu'il y a 3 jours, l'ambassadeur d'Italie à Kinshasa a été assassiné dans cette région, non loin de la ville de Goma. Monsieur Célestin Nsengiyumva, bonjour. Bonjour, ambassadeur de Gijimana. Alors, je vais vous demander de nous faire part de votre analyse. Est-ce que vous avez suivi les questions découlant de cet assassinat? Oui, j'ai suivi avec consternation l'assassinat de l'ambassadeur Athanasiou. Mais avant de commencer notre discussion sur cet événement malheureux, je voudrais d'abord transmettre nos condoléances les plus attristées à l'ambassadrice d'Italie et au gouvernement et peuple italien, ainsi que à la communauté diplomatique de Kinshasa, et même au peuple congolais qui vient de perdre un émissaire de la paix. Je voudrais également dire à tous nos frères de la région des Grands Lacs africains et surtout à tous les gouvernements de la région de cesser de nous embarrasser tous. Ce sont les pratiques antidémocratiques de nos gouvernements qui donnent naissance au mouvement de rébellion. J'espère que personne ne peut nier cela. Les ambassadeurs sont des agents de la paix, ambassadeur Ndagijimana. Ce sont des agents de la paix et de la coopération, des agents du développement. Il ne faut pas les tuer. Il ne faut jamais tuer les émissaires du développement, pas plus qu'il ne faut tuer nos populations, qui sont les premières victimes de l'activité rebelle à l'est du Congo, comme au Rwanda ou ailleurs. Donc, comme vous le savez, à l'est du Congo, les activités des groupes rebelles ne sont pas toujours l'expression d'un ras-le-bol par rapport aux pratiques gouvernementales de Kinshasa. Parce que, comme vous le savez, il y a un peu plus d'une année, il y a eu des élections dans tout le Congo et les populations du Nord Kivu et les populations du Sud Kivu ont participé à ces élections. Mais l'activité rebelle s'y poursuit alors que dans le reste du Congo, le pays peut être qualifié de relativement calme, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que il y a d'autres motivations derrière l'activité rebelle à l'est du Congo. Voilà. Donc, pour revenir à l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur l'insécurité entretenue dans l'est du Congo et dans la région des Grands Lacs africains, notamment par un pays comme le Rwanda. L'ambassadeur se trouvait dans un convoi du PAM, le Programme alimentaire mondial. Il a trouvé la mort dans une zone patrouillée par l'armée rwandaise. Cela est un fait. C'est un fait avéré, confirmé par les populations de la région, qui sont témoins de l'activité de l'armée rwandaise dans cette région-là. Et nous pouvons dire donc que l'insécurité entretenue par le Rwanda dans la région des Grands Lacs africains, et en particulier l'est du Congo, est une activité que la communauté internationale devrait condamner au-delà de l'assassinat de l'ambassadeur, qui a certainement pu succomber à des, si c'était des rebelles ou des troupes rwandaises,
mais des troupes qui se trouvaient dans une zone patrouillée par l'armée de Kigali. Comme vous le savez, le 28 mai 2020, donc l'année passée, un certain général Moubarak Muganga s'est vanté devant la foule des motards à Kigali que donc il patrouillait loin, pas aux environs de Mont Kigali, mais loin là-bas au Congo. Et cette affirmation de ce général n'a jamais été démentie par l'état-major de l'armée rwandaise, tout simplement parce qu'il est quand même difficile de démentir la vérité. On ne peut pas facilement démentir ce qui est vrai. Deuxième chose, les assassins de l'ambassadeur ne se trouvaient pas sur son chemin par hasard. Un convoi du PAM ne pouvait pas se branler comme ça depuis Goma sans s'annoncer. Surtout qu'il y avait un ambassadeur d'un grand pays. Je dis que l'Italie est un grand pays parce que pour mesurer la taille des grands pays, on se sert des chiffres, n'est-ce pas? L'Italie est un grand pays parce que son produit national brut pèse 2700 milliards de dollars. Ce sont là des estimations de 2019. Ça, c'est donc l'Italie, 2700 milliards de dollars. France, 3384 milliards de dollars. Donc, pas très loin de l'Italie. Royaume-Uni, 3200 milliards de dollars. Et l'autre pays le plus proche, c'est l'Espagne. L'Espagne pèse 1980 000 milliards de dollars, estimation 2019. C'est là donc un très grand pays, membre de l'Union européenne, dont l'ambassadeur a été lâchement assassiné, non loin de Goma, une région, comme je l'ai dit, patrouillée par les forces armées rwandaises et attestée par les témoins, les rapports de l'ONU, et même le fait que les groupes rebelles dont on accuse, auxquels on attribue cet assassinat, ne pouvaient pas aller se promener dans cette région, tout simplement parce que tous les Africains, vous comme moi, nous savons qu'on ne peut pas aller mettre son doigt dans l'œil d'un lion. Le lion ici étant l'armée rwandaise. Donc, cela est en fait avéré. Et je dois également ajouter que les groupes rebelles financés ou entretenus par les États de la région, et probablement aussi par les puissances extra-africaines. Monsieur Senyuva, vous voulez dire que le rapport ou la déclaration du ministre de l'Intérieur du Congo serait basé sur de fausses bases, serait basé sur des incertitudes, parce que le ministre a dit que c'était les FDLR, Forces démocratiques de libération du Rwanda, qui étaient responsables de cet attentat, de cet assassinat. Son ministre-là, il a fait une déclaration à chaud, sans s'appuyer sur des éléments palpables. Il n'a donné aucun détail. Mais moi, je vous dis que ces groupes rebelles ne pouvaient pas se trouver sur le lieu de l'incident parce que c'était trop près des bases de l'armée rwandaise, parce que la MONUSCO n'était pas loin, et parce qu'il y avait également les bases de l'armée congolaise. Les groupes rebelles ont été réduits à leur plus simple expression, ils ont été repoussés vers le hinterland, donc vers la forêt équatoriale. Ils ne pouvaient pas venir patrouiller dans cette région qui était et qui est toujours patrouillée par les forces armées rwandaises. Les habitants de la région disent que les forces armées rwandaises patrouillent cette région en uniforme, tenez-vous bien, en uniforme de l'armée congolaise, pour faire diversion. Pour faire diversion, éventuellement, je pense, pour pouvoir un jour dire que ce n'était pas eux, les uniformes qu'on a vus, ce n'était pas leurs uniformes, etc. Donc,
On peut penser que si Kinshasa ne dénonce pas cette présence, c'est probablement qu'il y a un accord entre les deux gouvernements. Ouais, probablement un accord, il y a un contrat léonin, comme on les appelle, un accord que Kigali aurait imposé au Congo. Kigali impose sa volonté, ne négocie pas avec le Congo. Et on l'a vu notamment par le fait que le gouvernement congolais n'aime pas contrarier le gouvernement de Kigali, même sur le territoire congolais, n'est-ce pas? Et je peux vous dire que l'assassinat de l'ambassadeur Luka Atanasio, que cet assassinat procède de la volonté du régime de Kigali de faire du Congo un État indépendant à souveraineté limitée. Cet assassinat vient de forcer le gouvernement de Kinshasa. Au moment où nous parlons, le gouvernement de Kinshasa vient de décider que les ambassadeurs dûment accrédités auprès de lui, donc dûment accrédités à Kinshasa, n'avaient plus le droit d'effectuer des visites à l'intérieur du pays. Ça veut dire que les missions diplomatiques qui sont à Kinshasa ne peuvent plus aller à Matadi, qui se trouve à l'autre bout du Congo, à 2000 km des frontières du Rwanda. Ils ne peuvent plus aller à Lubumbashi sans autorisation. Donc, le gouvernement de Kigali vient pratiquement de lier les mains du gouvernement congolais et de l'embarrasser. Parce que quand ils disent que les ambassadeurs ne peuvent plus aller où ils veulent au Congo sans autorisation, le gouvernement de Kinshasa veut se donner le temps de consulter Kigali, probablement pour lui demander de changer les ordres de marche, ou bien ce que les anglophones appellent engagement rules, pour demander à leur patrouille de ne pas manier trop facilement la gâchette, des choses pareilles. Vous pensez bien que, quelque part, le gouvernement congolais a raison quand même, parce que si les ambassadeurs doivent aller sans prévenir les autorités nationales ou locales dans des endroits où l'insécurité n'est pas garantie, ça relève quand même de la responsabilité du gouvernement central de Kinshasa. Donc, quelque part, il a, je pense, il a choisi le bon moyen de prévenir ce genre d'incident. Parfaitement. Je pense qu'aucun ambassadeur ne peut prendre le risque d'aller incognito dans une zone à sécurité douteuse. Mais là, l'ambassadeur d'Italie l'a fait. Quelles pouvaient être ses motivations d'après vous? L'ambassadeur d'Italie ne pouvait pas faire ça parce que il était dans un convoi du PAM, le Programme alimentaire mondial, qui est une branche des Nations Unies. Il y a la MONUSCO à Goma, une grande présence massive de la MONUSCO à Goma, qui est également une mission des Nations Unies. On ne peut donc pas dire que personne ne savait que l'ambassadeur se trouvait dans ce convoi. En tout cas, les autorités locales congolaises, les autorités du Nord Kivu disent qu'elles ne savaient pas, qu'elles n'étaient pas informées de la présence de cet ambassadeur. Ceux qui devaient savoir savaient. Vous savez, ce sont des informations qui se communiquent par radio. Un convoi comme ça ne peut pas s'ébranler comme ça sans avoir averti. De deux, il y avait un garde armé dans le convoi. On ne peut pas aller se promener avec des armes dans aucun pays sans avoir averti les autorités, n'est-ce pas? Ensuite, pour couronner le tout, ceux qui pouvaient savoir que l'ambassadeur se trouvait dans le convoi sont notamment le gouvernement à Kinshasa, le ministère des Affaires étrangères, la MONUSCO, l'armée rwandaise qui a les moyens d'écoute, n'est-ce pas? Et je crois avoir signalé que on ne pouvait pas s'attendre à ce que des groupes rebelles aillent se promener aussi facilement à portée de vue. Parce qu'on dit que la région se trouve à quelques encablures de la frontière rwandaise. Donc, là, le crépitement des armes qui ont tué l'ambassadeur ont été entendus au Rwanda. Donc, c'était trop près du Rwanda, 1 kilomètre ou 2 kilomètres. Donc, l'ambassadeur Luka Atanasio a dû être assassiné probablement pour transmettre un message codé à l'intention du gouvernement de Kinshasa et de la communauté internationale
pour dire que nous exploitons déjà cette région économiquement. Le bois, les minerais. Kigali vient de se doter d'une fonderie d'or, alors que les mines d'or les plus proches de la frontière rwandaise se trouvent à Kamituga. Kamituga, c'est une localité qui se trouve dans le sud Kivu. Ce n'est pas... Non. Le message codé pouvait signifier que nous exploitons déjà la région. La région pourrait être mieux contrôlée par nous les Kigaliens, n'est-ce pas? L'assassinat de l'ambassadeur Luca Attanasio n'est pas excusable. On ne peut pas l'excuser, on ne peut pas On ne peut pas excuser, mais néanmoins, on peut trouver bizarre le fait qu'un ambassadeur se trouve dans cette région à l'insu des autorités locales, parce que pourquoi ne pas faire confiance aussi à ces autorités congolaises qui affirment qu'ils ne savaient pas? Les autorités locales ne peuvent pas être informées par l'ambassadeur. Elles doivent l'être par le gouvernement central de Kinshasa, le ministère des Affaires étrangères ou le ministère de l'Intérieur depuis Kinshasa. C'est eux qui assurent la communication avec les administrations locales. L'ambassadeur, lui, communique avec le gouvernement de Kinshasa par le biais du ministère des Affaires étrangères. Encore faut-il que Kinshasa le sache à l'avance. Si le ministère des Affaires étrangères n'a pas dit qu'il ne savait pas. Vous savez, dernièrement, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale à Kinshasa, suite à l'interpellation de M. Roubergua. Et un député avait fait mention d'une visite de l'ambassadeur des États-Unis dans la région et qu'elle avait lieu à l'insu du gouvernement congolais. Donc, les ambassadeurs au Congo vont et viennent où ils veulent. C'est ça aussi le problème. Les représentants au Parlement, les représentants du peuple au Parlement ne sont pas toujours informés des tractations qui se font entre les ambassades et le ministère des Affaires étrangères et la présidence. Donc, ces députés ne le savaient probablement pas. Mais cela ne veut pas dire que le gouvernement ne le savait pas. N'est-ce pas? La question que certains se posent aussi, c'est de savoir pourquoi l'ambassadeur d'Italie était le seul diplomate dans cette mission avec le PAM. Pourquoi l'ambassadeur d'Italie seul, dans un seul véhicule? Parce que lorsqu'on parle de convoi, généralement pour ce genre de voyage, il faut au moins 2 voitures, 2 véhicules. Et là, il n'y en avait qu'un. Non, on ne peut pas parler de convoi avec un véhicule. C'est ça. Quand c'est un véhicule, c'est pas un convoi. Qu'est-ce qui peut vraiment se cacher derrière? Oui, non, ça veut dire qu'il n'y avait plus d'un véhicule. Si c'était un convoi, c'était plus d'un véhicule. Il n'y avait pas 2. Il n'y avait pas 2. Il y avait mais par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la voiture de l'ambassadeur a été arrêtée et ceux qui ont arrêté la voiture de l'ambassadeur ont demandé aux passagers de sortir du véhicule. Exactement. Et l'ambassadeur a été assassiné à l'extérieur du véhicule du PAM. Et son corps a été transporté plus loin d'ailleurs. Donc, vous comprenez? Bon, alors, cet incident signifie par exemple que le fait de demander à l'ambassadeur de sortir de son véhicule et de marcher, et on avait tiré sur le véhicule, parce qu'on a montré des images, les éclats des vitres qui se trouvaient dans le véhicule. Donc, c'était clairement un piège, un guet-apens, tendu parce que quelqu'un avait l'information que l'ambassadeur se trouvait dans le convoi. Et comme je vous ai dit, ce qu'il pouvait savoir, c'était la MONUSCO. Alors, il y a un autre élément. Et l'armée rwandaise qui a les moyens d'écoute dans la région. Tout à fait. Il y a un élément important aussi qui a soulevé pas mal de commentaires et de suspicions. C'est des photos de l'ambassadeur, alors que quelques temps avant, il visitait une mine et accompagné d'enfants, d'adultes qui travaillent dans ces mines. Et les gens se disent, mais qu'est-ce que l'ambassadeur d'Italie allait faire dans une mine du Nord Kivu? Lui qui n'est pas un homme d'affaires, pourquoi l'ambassadeur dans une mine? Je ne sais pas. Il n'était peut-être pas dans une mine, mais peut-être là où, avec des enfants qui auraient pu être des travailleurs dans la dite mine. Mais vous savez, ambassadeur, vous savez comme moi,
que les ambassadeurs doivent faire rapport à leur pays. Vous ne pouvez pas transmettre des rapports vides. L'ambassadeur a certainement voulu avoir des informations de première main sur, par exemple, l'utilisation des mineurs dans les mines. En ce moment-là, il envoie un conseiller ou un secrétaire d'ambassade. Hein. C'est vraiment... je n'ai jamais vu un ambassadeur faire ce genre d'exercice, se rendre sur place, parce que, vous savez, sur les photos, c'est bien dans une mine. Derrière, on voit les... je crois avoir vu la photo avec des enfants qui riaient. Les enfants qui travaillent dans des mines ne sont pas aussi, disons, ils ont un habillement qui est beaucoup plus entaché de... Mais on voit, derrière, on voit... Donc, les enfants qui riaient là-bas avec l'ambassadeur, ça pouvait probablement être les bénéficiaires du programme alimentaire mondial. Parce que les enfants qui travaillent dans la mine, on le sait, ils sont en rayon et ils sont extrêmement malpropres. Soit l'ambassadeur semblait être en train de fraterniser avec ses petits. Donc, ce n'était pas dans une mine. C'est peut-être pas la même photo, parce qu'il y a une photo où l'on voit l'ambassadeur monter en provenant presque de l'intérieur de la mine. Vous savez, une mine, ça ne se cache pas. Hein. Il y a autour l'endroit vert, mais dans la mine, c'est un trou où on creuse pour extraire des métaux ou voilà. Des minerais, oui. Oh, ouais. Si, ça se voit. Moi, je n'ai pas vu la photo, mais je pense que rien n'empêche à l'ambassadeur d'aller voir. Il peut envoyer un conseiller ou même y aller lui-même. Non, c'est par rapport à la question. Je pense que je n'ai pas dit, au cours de cette émission, je n'ai pas dit que cette zone avait été déclarée par le gouvernement de Kinshasa. Le gouvernement de Kinshasa avait déclaré que cette zone pouvait être fréquentée sans escorte. C'est à la question de savoir ils étaient comment... sûrs que la zone était sécurisée. Tout à fait. C'est la question de savoir, puisque vous la posiez, de savoir comment les assassins ont su que l'ambassadeur venait par là. C'est probablement une communication qu'il y a eu entre ceux qui l'avaient vu à la mine et justement les auteurs de cet assassinat. C'était pas non plus un voyage tout à fait clandestin. Le voyage, c'était vers Rutshuru, donc à quelques kilomètres de Goma. Ce n'était pas depuis la mine vers Goma, c'était depuis Goma vers la région de Rutshuru. Donc ce que je veux dire, c'est que quand il a été assassiné, c'était bien avant, c'était après la visite à la mine, naturellement, puisqu'après la mort, il n'a pas pu se rendre à la mine, c'est après. La séquence, les séquences sont ainsi faites qu'il a été assassiné après la visite qu'il avait faite à la mine. Tout à fait naturellement, ça ne peut pas être le contraire. Oui, donc, mais comme je vous dis, l'ambassadeur, son convoi venait de s'ébranler depuis Goma vers Rutshuru, au nord. Et c'était à une vingtaine de kilomètres de Goma. Et il n'y a pas de mine dans cette région-là. Les régions se trouvent beaucoup plus au nord. Les mines se trouvent donc beaucoup plus au nord. Mais d'après vous, peut-être je peux vous dire que les autres motifs qui pouvaient conduire à l'assassinat de l'ambassadeur, c'est qu'il y a quelqu'un dans la région qui n'aime pas, qui ne pouvait pas apprécier la présence de regards indiscrets sur une région où il y a les fosses communes, n'est-ce pas? Où il y a des exploitations sauvages ou illégales des ressources minières, des ressources du bois, le libouyou, le bois vert, le bois noir. Donc, des regards indiscrets qui pouvaient embarrasser un des partenaires qui se trouvent dans cette région et qui semblent se trouver dans la région avec un consentement tacite du gouvernement de Kinshasa. Et ce partenaire-là n'est autre que le Rwanda. Donc, le Rwanda aurait pu trouver ombrage à la présence d'un diplomate de si haut rang dans la région. Et ça pouvait être un embarras pour eux, parce que c'est une région qui est parsemée de fosses communes, parce que c'est une région où il y a une exploitation intensive et illégale des ressources naturelles. Et donc, pour éloigner tous ces éléments-là, surtout qu'ils ont trop vite trouvé un alibi, ils ont dit ce sont des FDR. Il y a une autre question qui se pose, M. Senghioumba.
C'est quand même très étrange, c'est étonnant, un peu moins, de penser qu'un ambassadeur d'un pays européen, puissant comme vous l'avez dit, qui a beaucoup d'influence aux Nations Unies, qu'il se promène entre Goma et je ne sais où, en l'absence de la MONUSCO, la MONUSCO est là comme rôle justement de sécuriser cette zone, cette région. Est-ce que la MONUSCO savait que l'ambassadeur était présent sur cette route? Certainement, certainement. Eh bien, et l'ambassadeur était avec un policier très spécialisé italien, le corps des carabinieri. C'est un peu comme les... C'était pas sa fonction dans cette zone-là. Non, c'était son garde du corps. C'était son garde du corps ne remplace pas la protection de la MONUSCO. Mais quant à la protection de la MONUSCO, je crois avoir signalé que cette région avait été déclarée une région sécurisée dans laquelle on pouvait se promener sans escorte. D'accord. C'est le seul moyen d'expliquer cela. Sinon, la MONUSCO aurait dû être présente, étant donné que la MONUSCO ne pouvait pas ignorer la présence de l'ambassadeur Athanasio. Exactement. Alors, une autre question quand même se pose, hein, parce que effectivement, toute la presse mondiale s'est ruée sur cette information avec des fausses pistes ou de vraies pistes. On verra d'ici quelques temps après les enquêtes. Mais il y a une question importante qu'on doit se poser. Pourquoi, alors que des dizaines ou des centaines de Congolais meurent dans la même région tous les jours, en présence de la MONUSCO, en présence des FARDC, des forces armées congolaises, pourquoi le monde ne parle pas de l'instabilité, de l'insécurité qui règne dans cette région depuis des dizaines d'années? Est-ce que l'assassinat de l'ambassadeur pourrait être une sorte de catalyseur? Ça va être une sorte de catalyseur parce que le gouvernement italien ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. Hein? Ils vont donc ouvrir une enquête, ils vont trouver les assassins et ils vont demander que les assassins soient traduits en justice. Quant à la question de savoir pourquoi tous les jours des Africains meurent dans cette région du continent, à l'est du Congo, sans éveiller le moindre embarras de la communauté, disons l'embarras de la communauté internationale, c'est un constat amer, mais j'ai l'impression, ambassadeur Ndagijimana, j'ai l'impression que la mort des Africains est considérée comme quantité négligeable et c'est extrêmement grave. Je pense que la communauté internationale devrait s'émouvoir de la mort de millions d'Africains dans cette région. On parle maintenant de 10 millions. Et la communauté internationale devrait pouvoir appuyer la demande, par exemple, du docteur Mukwege. Docteur Mukwege, c'est lui qui demande ça, c'est pas le gouvernement de Kinshasa. Il demande un tribunal international, mais le gouvernement de Kinshasa se tient quoi? Se tient tranquille. La communauté internationale devrait appuyer la demande de docteur Mukwege parce que un tel tribunal pourrait contribuer à mettre fin à la violence à l'est du Congo, étant donné que ce tribunal sifflerait ou signerait la fin de l'impunité dans cette région-là. Je vous remercie, M. Sengiova. Peut-être que cela pourrait constituer d'ailleurs notre dernier mot, c'est-à-dire la clôture de cette émission. C'est effectivement le constat amer que l'on doit faire. La vie des Africains ne compte pas, alors que lorsqu'il y a un ambassadeur ou un Européen ou un Américain qui est assassiné dans cette région, naturellement, la communauté internationale est en ébullition et je pense que nous devrions effectivement en tirer des leçons. Les Africains devraient en tirer des leçons, les Congolais en premier, pour prendre les mesures qui s'imposent. Ah, absolument, absolument. Vous savez, dans cette région-là, la mort des Africains semble être vraiment quantité négligeable. Ambassadeur Ndagijimana, vous savez, par exemple, que la mort de deux présidents de la région n'a pas fait l'objet d'une enquête de l'ONU. Vous voulez dire ils ont fait une enquête, mais ils ont placé Ndariamira. L'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Ça n'a pas fait l'objet d'une enquête. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué Laurent Désiré Kabila.
Donc, Et l'assassinat plus loin, du président burundais là, en 1993, ça n'a pas fait l'objet d'une enquête. Donc, il on faudrait peut, que on la peut communauté... remonter jusqu'à Lumumba. On peut remonter jusqu'à On peut remonter jusqu'à Lumumba. Apparemment, le gouvernement, un représentant du gouvernement belge, pas le gouvernement, un représentant du gouvernement belge, a seulement exprimé quelques regrets, sans vraiment convaincre. Donc, il est temps que la communauté internationale... C'est le Il roi des Belges qui l'a fait. faudrait que la communauté internationale consente à nous considérer également comme des humains qui vivons dans la même génération qu'eux. Je vous remercie beaucoup, mais je pense qu'il appartient aux Africains d'abord et à eux seulement d'imposer à la communauté internationale de tenir compte quand même de ce qu'ils sont, que c'est des êtres humains, que c'est des États indépendants dont il s'agit. Et je pense que c'est cela en fait, c'est cela la question. Est-ce que le Congo aujourd'hui est un pays... Oui, bien sûr, c'est un pays indépendant. Mais est-ce que sa souveraineté est garantie par les lois internationales à ce jour? L'indépendance du Congo est bafouée depuis son indépendance. Cela est en fait. Ce n'est pas seulement l'indépendance du Congo. Prenez l'indépendance d'un petit pays comme le Rwanda, qui n'a pas les ressources naturelles du Congo. Mais l'indépendance du Rwanda elle-même n'est pas quelque chose de garanti. Elle est soutenue à bout de bras par des puissances extra-africaines qui utilisent les Africains à des fins de défense des intérêts des puissances extra-africaines, pas des intérêts des Africains. C'est ça le problème que nous avons. Il faudrait que nous convainquions, nous les Africains, que nous nous convainquions que nous devons d'abord défendre nos intérêts à nous, les intérêts de nos populations, avant de défendre les intérêts des empires commerciaux de l'Occident. Je vous remercie beaucoup. Je dis merci à tous les auditeurs de La Voix des Grands Lacs qui ont suivi cet intéressant entretien avec M. Célestin Sengiumba et à très bientôt. Merci. À bientôt. Audio Jungle. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?